Juicy bone, silence the pianos, and with a muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows around the white necks of the public doves, let the traffic policeman wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. Stars are not wanted now, put out everyone, pack up the moon and dismantle the sun, pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Do any good. Do any good. Do any good. Do any good. Crashing out the clock, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound blocks, cut off all the things turned to rain. Crashing up the clock, crashing up the silver rain in your head. Cut off all the sound plays, cut off all the things turn to rain. Crashing up the silver rain in your head. Cut off all the sound blocks, cut off all
Salut Yannick, tu m'entends? This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. I stare at my own reflection, wonder if you'd even recognize me. Last night I heard you whisper, everything is fine 'cause I am here. I am here. Last night I saw your shadow, but when I called your name you disappeared. You disappeared. Who's gonna say goodnight? Who's gonna stop the world from turning? Who's gonna numb my pain? Who's gonna save me when the sky is crashing down? I am broken. Oui, je suis là Yannick, bonsoir. Ok, 21h10 comme d'habitude. Ok, super, bon, on monte là-haut. I am broken. I am broken. Who's gonna say goodnight?
Bonsoir Facebook, bonsoir Bumble. Donc démarrage dans quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous, 21h10, mercredi 14 février, rendez-vous hebdomadaire, l'UE dans tous ses états avec Yannick Hervé, membre et porte-parole de l'association Les Clés de l'Europe. Alors bonsoir à tous, encore une fois, je voulais faire deux petites parenthèses en début d'émission. La première, c'est qu'on avait énormément de retard au niveau des podcasts, au niveau de l'émission de l'UE dans tous ses états, donc je tenais à présenter mes excuses de la part de toute l'équipe Canal Citoyen. Alors ça pose pas forcément un problème pour les habitués qui sont sur Mumble, hein. Là, on est une petite dizaine, voire une petite vingtaine sur l'émission tous les mercredis soirs, ni pour ceux qui sont sur la petite cinquantaine de personnes aussi régulières qui nous suivent sur Facebook, hein. Mais plutôt pour ceux qui sont sur YouTube et qui nous suivent exclusivement sur YouTube pour cette émission spécialement. Il y a à peu près, allez, je dirais bien 400 personnes, hein, 300-400 personnes, c'est pas grand chose, mais c'est quand même bien, hein. Sur 1400 abonnés, il y a au moins 400 personnes qui suivent assidûment cette émission, donc ils écouteront sur ce podcast qui arrivera très certainement d'ici la semaine prochaine. Voilà, qu'on a eu plusieurs problèmes techniques, donc on a 3 ou 4 émissions qui arriveront d'un coup. Deuxième parenthèse, et je te laisserai le flambeau, Yannick. C'est par rapport à la petite polémique qu'il y a eu récemment. Donc, je tenais aussi à repréciser certains points principaux par rapport à ce média qui est Canal Citoyen. Nous ne sommes absolument pas du tout associés avec la table ronde du CNDC en aucun point. Ce sont Jade est une amie, Delphine aussi également, on les a aidés sur plusieurs points, mais nous ne devions participer à la seconde table ronde pour couvrir l'événement et nous nous sommes désistés suite à une histoire que je ne développerai pas puisque ça n'intéresse personne en l'occurrence, mais voilà, nous étions désistés suite à la participation d'un membre à cette table que nous ne cautionnions pas. Voilà, il y a eu d'autres problèmes aussi en amont, mais voilà, donc c'était juste pour repréciser certaines choses par rapport à certains hurluberlus dont je ne ferai aucune pub, hein, même si on est très modestement nombreux sur ce média, voilà, tout simplement dans un souci de professionnalisme, on va dire un minimum pour vous. Voilà. Donc Yannick, on reprend l'émission, on reprend l'actualité hebdomadaire. Bonsoir à toi. Alors bonsoir et bienvenue à tous en ce mercredi 14 février 2018, la Saint-Valentin, pour la 93e édition de cette émission interactive. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les mercredis soirs. Merci à Rudy qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Je rappelle que le flux audio est disponible sur Mumble, qui permet une interaction grâce au micro de chacun. La vidéo qui encapsule les interventions Mumble est retransmise sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Sur Facebook, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans les commentaires qui sont repris par l'animateur. Et enfin, la vidéo est enregistrée et permet de fabriquer une archive. Alors le sommaire de ce 93e numéro, juste pour rappel, c'est le 65e sur le Canal Citoyen. On va parler de la coalition allemande et des dommages collatéraux. On parlera des élections italiennes. On parlera un petit peu du Brexit, ce sera très rapide. Dans les indices du bordel ambiant, on parlera de Moscovici, le Tartuffe. On parlera de la drogue dans le PIB. Dans le PIB, on donnera le mode d'emploi. On parlera des subventions européennes au charbon, de Soros, le diable, de la girouette à heure fixe, de Volkswagen qui ose tout, du mode de scrutin européen en France. On donnera quelques citations et je vous parlerai du journal Ipso Facto Europa. Alors, dans la coalition allemande, des dommages collatéraux. Donc, en fait, vous savez qu'un projet, on en a entendu parler, j'en ai parlé la semaine dernière, un projet d'accord de coalition a été signé et ce projet d'accord reste à valider par les membres du SPD.
Merkel a été obligée de faire de grosses concessions, notamment sur l'Union européenne, pour obtenir cet accord, si elle voulait garder son mandat, sinon elle aurait dû retourner aux élections avec des chances de sauter. Elle a dû lâcher 6 ministères, dont 3 très importants au SPD, donc le parti de Martin Schulz, les finances, les affaires étrangères et le travail et affaires sociales. Les 2 premiers sont des ministères très importants pour la élection de l'Union européenne, puisque pour l'instant, tant que c'était Wolfgang Schäuble, c'était les finances allemandes qui définissaient la ligne à suivre par l'Union européenne. Alors Merkel est très critiquée dans son propre camp et va perdre de facto de l'influence. Je veux dire, son camp n'est pas massivement derrière elle et ça chahute pas mal. Schulz, qui avait dans un premier temps décidé de mettre son mouvement dans l'opposition, s'est assis à la table des négociations en excluant le fait de faire partie du gouvernement à venir, du gouvernement de coalition. En fait, il a obtenu des concessions et un projet d'accord en obtenant pour lui une promesse de poste de ministre des Affaires étrangères. Devant la bronca de son propre camp du fait de ses reniements, il a dû reculer et annoncer publiquement qu'il renonçait au poste de ministre. Donc il a commencé par dire qu'il serait dans l'opposition, puis il a dit qu'il allait à la négociation de coalition juste pour voir, puis il a dit qu'il ne serait pas au gouvernement, et puis à la fin il se retrouve avec un poste promis de ministre des Affaires étrangères, un des plus importants en Allemagne. Et donc, en fait, ça n'a pas pu tenir dans son camp. Vous savez que son camp est très très partagé sur cet accord de coalition. Et en fait, il est obligé, sous la pression de son groupe, de renoncer à ce poste de ministre. Et en fait, hier, on a appris, le 13 février, il a annoncé qu'il démissionnait de la présidence de son parti, avec prise d'effet immédiat, c'est-à-dire qu'il a fait mettre en place une présidence intérimaire jusqu'au prochain congrès qui, de mémoire, le 22 avril, enfin en tout cas dans quelques mois, qui fera l'élection du prochain président. Donc en fait, Schulz, après son départ du Parlement européen, resté moins d'1 an président de ce parti, il a réussi à perdre les élections et à se faire virer de 2 postes différents, en tout cas de démissionner sous la pression de ses adhérents. Alors cette annonce est très importante, car elle montre que l'unité n'est que de façade, et les oppositions internes sont très très fortes, et surtout que Macron perd le plus fédéraliste de ses alliés. En effet, c'était Schulz, contre une grosse partie de son mouvement, qui soutenait les propositions de Macron. Le responsable SPD, Olaf Scholz, alors c'est pas loin de Schulz, c'est Scholz avec un O, pressenti pour devenir ministre des Finances, a déclaré que l'Allemagne compte mettre un bémol à son credo en faveur d'une stricte discipline budgétaire dans la zone euro. Il a dit « Nous ne voulons pas dicter aux autres pays européens la façon dont ils doivent se développer, sous-entendu économiquement ». Alors, ça n'a l'air de rien comme déclaration, mais en fait, ça prend complètement le contre-pied de Wolfgang Schäuble, qui était le ministre précédent de Merkel. Et donc, c'est un ministre SPD. En gros, il dit ça veut dire qu'il a la volonté de desserrer l'étau de l'austérité pour les pays du Sud. Maintenant, en disant ça, il s'est déjà opposé à Merkel, et Merkel a répondu qu'un ministre ne fait pas ce qu'il voulait, et donc c'est déjà une première tension au sein du gouvernement. Donc en fait, on peut s'attendre à quelques changements radicaux au sein de la gouvernance allemande, et certainement des choses très très instables. Alors, il faut quand même souligner un fait suivant que moi je trouve scandaleux. Dans une entité supranationale de 550 millions de personnes, dont nous faisons partie, et qu'on nous présente comme démocratique, l'avenir va être décidé par les perdants d'une élection, c'est-à-dire le SPD, qui a imposé ses vues à Merkel et qui a fait des compromis, voire des compromissions pour pouvoir continuer à gouverner. C'est-à-dire qu'une fraction d'un parti qui a fait moins de 20% aux élections législatives allemandes va décider pour tous les autres Européens. Alors, on marche sur la tête, parce qu'on est vraiment dans la dictature de la minorité. Alors j'espère que le bon sens va triompher et que cette ineptie va tomber d'elle-même. C'est-à-dire en gros que le gouvernement Merkel va exploser. Alors il faut savoir que on revient sur le SPD, une campagne interne menée par les jeunes SPD, qui s'appelle les Jusos ou les Jusos, je ne sais pas comment il faut dire, J-U-S-O-S, tente de faire capoter l'accord. En fait, ils ont lancé une campagne qui s'appelait « Adhérer et dites non » pour faire adhérer des gens au SPD simplement, donc ils devaient adhérer avant le 5 février pour pouvoir participer au vote et dire non. Et ils ont récolté 24 339 nouveaux adhérents qui ont adhéré en début d'année sur les 463 273 qui ont le droit de vote. Donc ça veut dire que près de 5% des membres ont adhéré suite à cette campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans la campagne, qu'ils sont tous soudés à ce slogan, mais ça veut dire que ça rend extrêmement certain le résultat du vote. Alors, juste pour savoir, c'est qu'il y a eu des gros sondages autour de cette coalition en Allemagne, et suite à un très large sondage, on s'aperçoit que l'Union européenne n'apparaît pas dans les 10 préoccupations principales des Allemands. Donc dans ces 10 préoccupations principales, on trouve l'emploi, le logement, les salaires, l'immigration, la couverture sociale et ainsi de suite. L'Union européenne n'est pas dans les 10 premiers titres.
Donc ce qui veut dire que actuellement on a une coalition de gouvernement qui est en train de se mettre en place et déjà de s'écharper alors qu'elle n'est pas mise en place sur un sujet qui n'est pas un sujet de préoccupation des Allemands. Et c'est pourtant le premier chapitre de l'accord de coalition, l'Europe. Donc c'est pour ça que ça risque de mal se passer. Alors ça veut dire qu'en Allemagne, le personnel politique est aussi déconnecté de la réalité et prend ses fantasmes pour la vérité. Le retour sur Terre est urgent et j'espère que les Allemands vont les faire revenir sur Terre très très vite. Alors un premier coup de semonce a été donné par le Parlement européen qui a refusé de transformer les élections européennes. Donc certains, dont Macron et Schulz, avaient proposé que les sièges libérés par le Royaume-Uni soient affectés à des listes transnationales. Donc pour ces sièges, chaque pays aurait voté pour ces listes composées de différentes nationalités. Donc la même liste serait présentée dans tous les pays, enfin ces listes-là se seraient présentées dans tous les pays, et on aurait voté pour ces listes-là, et ces postes-là auraient été élus sur tous les pays. Donc la proposition a été rejetée par 368 voix contre 274. Alors ce qui est amusant, c'est que les députés du Royaume-Uni ont pris part au vote et ont rejeté en quasi-totalité la proposition. Bon, numériquement, ce n'est pas eux qui ont fait la différence. Chose plus notable, parce que la presse a noté que les Anglais avaient voté, mais les Allemands, comme un seul homme, ont fait barrage à cette modification. Donc les Allemands, à eux seuls, du fait de la taille de leur groupe de plus de 90 députés, ont fait capoter cette proposition de Schulz et de Macron. Alors il se trouve que pour cette proposition, les extrémistes fédéralistes ont fait l'erreur de proposer que les élus issus de ces listes soient en priorité éligibles aux postes de responsabilité, recréant ainsi une aristocratie de fait. Et ça n'a pas plu du tout aux parlementaires qu'on se fabrique un petit élevage au grain d'élus de qualité, entre guillemets, contrairement à d'autres élus qui ne seraient pas de qualité, et qu'on prendrait les futurs responsables dans ces listes-là. Ça n'est pas du tout passé, et c'était une grosse erreur stratégique. Alors, on peut s'apercevoir aussi, excusez-moi 2 secondes, on peut savoir aussi que Macron a pris une grosse veste sur cette histoire-là, parce que Macron nous disait, en soutenant des propositions qui venaient... C'est pas lui qui a fait les propositions, il la soutenait, mais c'est une proposition qui était assez large et assez ancienne. Il disait « Je souhaite que la moitié du Parlement européen soit élu sur liste transnationale ». Vous voyez sur l'image, c'est un tweet qui date du 26 septembre 2017. Le 18 avril 2017, il disait « Si on décide que l'Europe doit changer, on la fera changer ». Et en fait, la une du Monde du 7 février, le Parlement européen rejette les principes des listes transnationales pour les européennes. Ça veut dire que Macron fait les gros bras, mais en fait, il ne pilote rien du tout. Ses propositions ne sont pas soutenues. Ses propositions, les unes après les autres, sautent du fait des décisions du Parlement européen ou simplement de la non-adoption de ces décisions par le Conseil européen. Donc tout ça, après, il peut continuer à faire le coq. En fait, il n'y a pas grand-chose de vraiment sérieux dans tout ça. Donc voilà, donc en Allemagne, j'ai pas noté la date du vote, c'est peut-être ce week-end, je sais plus, le date du SPD, mais enfin, ça va se décompter très vite. Et il est possible, même si le SPD dit oui, que ça tienne pas très longtemps, parce que les tensions, avant même de la mise en place, sont très très fortes. On va parler un petit peu des élections italiennes. Donc suite à une dissolution, je reviens sur l'image principale. Donc suite à une dissolution, il y aura des élections législatives en Italie le 4 mars prochain. La Lega, donc la Ligue du Nord, s'est alliée au parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et un parti d'extrême droite, Frères d'Italie. Cette coalition est donnée en tête des sondages, mais ne devrait pas obtenir suffisamment de sièges pour disposer de la majorité. Si la coalition remporte les élections, le parti ayant obtenu le plus de voix pourra désigner le futur président du Conseil, selon un accord conclu par Salvini et Berlusconi. Salvini a annoncé qu'il deviendrait président du Conseil en cas de victoire de la Ligue du Nord. Le Cavaliere, c'est le surnom de Berlusconi, ne peut, lui, pas se présenter en raison de sa condamnation pour fraude fiscale en 2013. La Ligue du Nord, vous remarquez qu'en Italie, quand vous êtes condamné, vous ne pouvez plus vous présenter. C'est pas le cas en France. En France, c'est le combat de Pasco et d'autres, mais qui est mené par Pasco. En France, ça ne fait strictement rien. La Ligue du Nord est créditée d'environ 14% des intentions de vote, soit 2 points de moins que Forza Italia pour l'instant, dans les 2 derniers sondages publiés cette semaine. Les 2 partis ont signé en janvier un programme commun promettant la fin de l'austérité et une révision des traités de l'UE. C'est souvent qu'on nous fait la blague en France, c'est une blague récurrente, une révision des traités de l'UE.
Donc sans faire toutefois référence à un abandon éventuel de l'euro. Alors vous savez qu'une révision de traité de l'UE, déjà c'est pas possible de façon unilatérale par un pays, et que de toute façon, le processus qui dépend de l'article 48 est extrêmement complexe, et vous pouvez promettre ce que vous voulez dans un pays, c'est pas comme ça que vous allez réviser les traités. Par contre, le chef de file de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, a affirmé mercredi 7 février que son parti préparait la sortie de la zone euro, monnaie qu'il a qualifiée de devise allemande et qui, selon lui, nuit à l'économie de l'Italie. De plus, dans son propre programme, la Ligue du Nord affirme que l'Italie doit quitter l'Union européenne, à moins que les règles fiscales établies par le traité de Maastricht, socle de la création de la monnaie unique, ne soient supprimées. Il y est écrit en toutes lettres « Nous voulons rester dans l'UE seulement si nous pouvons renégocier tous les traités qui limitent notre pleine souveraineté, en d'autres termes, revenir à la communauté économique européenne antérieure au traité de Maastricht. » Et la Liga se donne 2 ans pour négocier les règles de l'euro, les règles fiscales et les règles sur l'immigration. Et s'il n'y a pas de résultat suffisant, il propose de sortir de l'UE. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans le programme, même si ça n'apparaît pas dans l'accord de coalition entre Forza Italia et Berlusconi. Mais entre la Ligue du Nord et Forza Italia, pardon. Mais par contre, c'est annoncé maintenant, c'est dans la presse, à la une de la presse, tous les jours il y a un article là-dessus, et dans le programme du parti, c'est écrit en toutes lettres. Donc ce qui veut dire que ça va encore être, à mon avis, un casse-tête et puis des sueurs froides pour l'Union européenne. Il faut savoir que l'état des banques en Italie est déplorable, et les leaders de ces partis-là impliquent l'Union européenne et les règles de gestion de l'UE pour la difficulté, qui sont les causes de la difficulté des banques italiennes. Donc c'est quand même extrêmement tendu, et donc c'est le 4 mars, c'est dans pas longtemps, si je ne m'abuse, c'est dans 15 jours, c'est ça ? Et donc on va avoir des élections en Italie dans 15 jours qui risquent d'amener quelques instabilités et quelques menaces pour la suprématie bureaucratique de Bruxelles. Quelqu'un veut réagir sur ces 2 premiers points ? Alors, on invite tout le monde à réagir justement, on a un petit décalage, merci à Coralie qui suit le direct, merci aussi à Céline qui est là également pour appuyer. Donc les questions arriveront peut-être un petit peu en retard. Coralie qui marquait la Ligue du Nord, partenaire de la coalition de droite donnée favorite des élections législatives du 4 mars, n'exclut pas une sortie de l'Italie de l'Union européenne si Bruxelles refuse de renégocier d'ici 2 ans ses règlements en matière de fiscalité et d'immigration. C'est ce que j'ai dit, oui, effectivement. Ouais, l'article a été posté sur Canal Citoyen, effectivement aussi. Donc, ouais, grosse actualité. Pas de questions pour le moment. Alors, il faut savoir qu'au sein de la coalition, ils sont pas d'accord. Hein. Berlusconi et Salvini sont pas d'accord. Mais après, c'est la pression des urnes et puis la composition de la future Assemblée, qui est toujours très très instable en Italie, hein, qui consomme des gouvernements à toute vitesse, qui va donner la couleur. Et je pense que la BCE et puis la Commission européenne vont de toute façon serrer les boulons et menacer l'Italie si ces gens-là viennent au pouvoir, hein, comme il avait fait avec la Grèce, comme ils l'ont déjà fait en Italie, hein, ils l'ont déjà fait une fois en Italie, et je pense que ça va être extrêmement tendu, et il va y avoir en sous-main des menaces de coupure de liquidité, des choses comme ça. Ça peut être saignant, Alors certains disent que tout ça c'est de l'esbrouf et que dès qu'ils seront au pouvoir ils feront rien, comme le mouvement 5 étoiles, les Syriza ou Podemos. Mais à force de dire ça, il y a bien un jour où ça va craquer quelque part. D'ailleurs, c'était les mêmes qui disaient que le Brexit se ferait jamais. Bon, donc on voit la validité des prédictions. Mais bon, il y a un jour, ça va craquer, un jour, ça va aller trop loin, et ça va bien exploser d'un côté ou d'un autre. Ok, d'accord, merci. Alors bonsoir à Flavien Réau, bien sûr à Isabelle Corrado aussi, Steph Royer aussi qui nous suivent sur Facebook, tous ceux qui sont sur Mumble. On peut continuer à dérouler le sommaire, on verra les questions retransmises par la suite. Ok, alors juste un petit point sur le Brexit. Donc vous savez que la première partie du protocole d'accord a été décidée en décembre, permettant de lancer la deuxième partie des négociations, et donc le premier round des négociations a eu lieu la semaine qui vient de s'écouler. Et en fait, l'ambiance se dégrade assez vite parce que l'Union européenne, la semaine dernière, le mercredi 7 février, donc j'ai pas eu le temps le prendre en compte pour la semaine dernière, mais le mardi 7 février, a dévoilé son arsenal de sanctions. Donc avant même de lancer les négociations, ils ont dévoilé l'arsenal de sanctions pour éviter un jeu déloyal de la part de Londres pendant la période de transition après le divorce. Vous savez que l'Angleterre, le point important, c'est ce qui va se passer après le Brexit effectif du 29 mars 2019, si je ne me trompe pas, 29 mars 2019, et donc il va y avoir une période d'atterrissage où les choses doivent
se mettre en place petit à petit autour de l'union douanière, autour des échanges commerciaux, et ainsi de suite. Et donc déjà avant même que ça soit négocié, Londres a dit, Bruxelles a dit par la voix de Barnier, voilà notre arsenal de sanctions si vous jouez pas le jeu. Alors que rien n'est négocié encore. Donc Londres a réagi extrêmement fermement en montrant sa colère, surtout les eurosceptiques. Par exemple, Bernard Jenkin, alors qui sont eux, je vous donne des citations de gens pas eurosceptiques, hein. Bernard Jenkin, qui est un député conservateur influent, dit « Ces menaces idiotes montrent à quel point l'Union européenne a peur ». Jacob Rees-Mogg, qui est un opposant à Theresa May, dit « Ce sera très difficile à accepter pour Theresa May ». Donc, c'est-à-dire c'est un opposant qui dit que Theresa May ne pourra pas accepter ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous mettez autour de table de négociation, et il y a un des deux partenaires qui commence par poser un revolver chargé sur la table avant de commencer à discuter. On peut douter de la sérénité des discussions quand on commence comme ça. Je veux dire, que l'Union européenne prépare quelque chose en sous-main et le garde secret en disant voilà ce qui pourrait se passer ou le sorte à la fin de la négociation. Pourquoi pas ? Je veux dire, c'est dans tous les contrats, c'est écrit, voilà ce que vous devez faire, et si vous ne faites pas ce que vous êtes engagé à faire, voilà les sanctions qui s'appliquent, dans un sens et dans l'autre. On ne commence pas par mettre sur la table les sanctions en disant attention, si vous négociez mal, voilà ce qui va se passer. Donc c'est quand même pas très très réglo, et ça montre bien la duplicité de l'Union européenne et la Commission européenne qui veut en fait montrer toute sa palette de méchanceté et qui veut faire mal à son adversaire, l'idée étant évidemment globalement, d'éviter que ça se reproduise avec un autre pays. Donc voilà. Ok, avant qu'on commence les indices du bordel ambiant, pas de réaction là sur ces 3 premiers points ? Toujours pas Yannick, c'est très calme. Ok, alors on va commencer par la section indice du bordel ambiant. On va commencer par Moscovici le Tartuffe, hein. J'en parle souvent parce que c'est vraiment... moi je pense que ça ressemble... si Juncker c'est le clown blanc, et ben Moscovici c'est le... Comment on appelle ça, hein, celui qui est tout maquillé là, le nom m'échappe. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans les clowns il y a toujours le clown blanc, hein, qui est sérieux et ainsi de suite, et puis il y a l'autre. Moscovici je le vois comme ça moi. Donc l'incompétent magnifique s'est dit intéressé par la présidence de la Commission européenne. Il multiplie les manœuvres de séduction pour être soutenu par Macron. Alors il commence par se désolidariser du bilan des socialistes et du naufrage des finances publiques, dont il a été complice, parce qu'il était en poste. Hein. Et en faisant savoir il commence par faire savoir, je trouve ça extrêmement mesquin, qu'il ne paye plus sa cotisation chez les socialistes, c'est super. Hein. Et il a écrit un livre pour s'auto-tresser des lauriers, et il a adressé ce livre en nom propre au président de la République, avec une petite dédicace, je suppose. Donc voilà comment il essaie de se faire mousser. Alors en tant que commissaire européen, il a laissé entendre que la France serait regardée de façon bienveillante, en disant la Commission européenne pourrait constater dans les semaines qui viennent que la France a amélioré sa performance en termes de réforme. Donc vous savez que la France est en procédure de surveillance très très étroite parce que son déficit augmente et que sa dette augmente et que son déficit est au-dessus des 3%. Et donc la France est engagée à diminuer sa dette et à réduire son déficit, et surtout pour le déficit passer en dessous d'un certain seuil, il y a de grandes chances que la France n'y arrive pas. Donc théoriquement, la Commission européenne devrait punir la France. Là, au mois de mai, la France devrait punir la France. Et donc Moscovici commence à prendre des pincettes en disant « Oui, on pourrait effectivement noter que la dynamique des réformes fait que la France est sur la bonne route. » En fait, il est en train de dire à Macron « Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. » Alors il faut savoir que Barnier, actuel négociateur du Brexit, pour la Commission européenne, qui est en train de reprendre... Il avait un peu disparu de la circulation, il est en train de reprendre une aura, est aussi sur les rangs pour le poste de commissaire européen. Moscovici, c'est un gars qui n'a jamais rien fait nulle part, aussi bien au Parti Socialiste que dans ses élections locales, hein, quand il était en Franche-Comté. J'ai un peu fréquenté, puisque je m'étais présenté à un poste aux législatives là-bas, et j'ai vu beaucoup de gens qui m'en ont parlé, c'était catastrophique. Au gouvernement français, il a strictement rien fait. En tant que commissaire européen, c'est lui qui a réussi à éviter qu'il y ait beaucoup de pays qui soient vus comme des paradis fiscaux, qui ont juste été mis sur une liste grise, et juste mettre sur une liste noire des pays dans lesquels personne ne va jamais. Hein. Les Tuamotu, les îles, on ne connaît même pas le nom. Et ce mec-là veut devenir le président de l'Europe, quoi, en gros de la Commission européenne. Bon, moi je trouve ça extrêmement triste que, premièrement, personne ne le mouche, et que, deuxièmement, il ait encore des ambitions à ce niveau-là. J'espère qu'il va finir comme El Khomri, c'est-à-dire dans les oubliettes de l'histoire. Alors, je vous avais dit la semaine dernière
Le titre de cet indice s'appelle « Les drogues dans le PIB, mode d'emploi ». Je vous avais parlé du fait que l'INSEE, sous pression d'Eurostat, l'organisme de statistique de l'Union européenne, allait prendre en compte les données économiques du trafic et de la consommation de drogue pour l'intégrer dans le PIB national. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, on en sait un peu plus sur le mode de calcul. Et ce que je vous dis, pour que je ne passe pas pour un idiot ou un blagueur, je vous mets le document sous les yeux et je peux vous donner vous avez les références sur la page de l'Europe et je peux vous envoyer les références. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Donc la méthodologie obtenue auprès de l'Office européen recommande d'aborder la prostitution sous l'angle de l'offre et de prendre en compte les consommations intermédiaires comme la location d'un appartement et l'achat de matériel. Donc on donne des conseils aux États pour intégrer la prostitution dans le PIB. Concernant la drogue, Eurostat conseille de multiplier la quantité consommée par le prix moyen ayant cours dans la rue. Donc il va falloir mettre en place une bourse de la drogue, tout en faisant jouer le paramètre du ratio de pureté des produits stupéfiants et des coûts de transport et de stockage des narcotrafiquants. Ce que je viens de vous dire là, c'est extrait d'un document officiel envoyé par Eurostat à l'INSEE pour l'État français. On marche sur la tête. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on touche le fond. Parce que la suite logique, c'est quoi? C'est le travail au noir, le trafic d'organes, le racket, l'esclavage, la revente d'enfants. Enfin, il n'y a plus de limite après ça. La question principale aussi, c'est de savoir si l'État va combattre une activité qui contribue à sa croissance et à son PIB au risque de les faire baisser. C'est-à-dire que s'il y a 2 points de PIB, je dis un chiffre au hasard, c'est pas le chiffre officiel, s'il y a 2 points de PIB en France qui sont liés à la prostitution et à la drogue, est-ce qu'un État va dire on fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de drogue et plus de prostitution en France, quitte à couper le PIB de 2 points et faire une récession en faisant une décroissance du PIB en France, puisque la croissance, c'est le PIB, c'est comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de verrouiller ces activités pour qu'elles ne soient plus attaquables. Je trouve ça, je n'ai même plus de mots assez forts pour dire le scandale, la débilité, le surréalisme de cette chose-là. Ce que vous avez sous les yeux, qui s'appelle How to Measure and Estimate Illegal Activities, c'est un document officiel qui explique comment mettre les activités illégales dans votre PIB. Je trouve ça, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas. Quelqu'un veut réagir à ça ? Alors, on a déjà, depuis quelques années, en Catalogne, je crois, des formations spécialisées subventionnées par la région pour des cours de prostitution, non ? Alors, je pense que c'est différent. C'est parce que là-bas, les maisons closes sont autorisées. Yannick, on t'entend pas. Je sais pas si tu as appuyé sur le bouton. Non, j'ai appuyé sur l'autre clavier. Je disais dans le nord de l'Espagne, je sais pas ailleurs, les maisons closes sont autorisées et on peut éventuellement penser que les femmes, c'est essentiellement des femmes, soient formées à l'hygiène, à la sécurité, enfin, qu'il puisse y avoir un encadrement de ça. Ça me choque pas, je veux dire, c'est du fait que les maisons closes soient autorisées, que les gens soient pris en main pour leur formation, c'est pas une formation à la prostitution, d'accord ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on va à ce moment-là faire des cours de comptabilité pour les dealers de crack ? Est-ce qu'on va faire des plans d'investissement et des business plans pour les trafiquants d'héroïne ? Est-ce qu'on va monter des formations continues pour les chimistes qui transforment la drogue pour la rendre plus pure ? Est-ce qu'on va monter du team building pour monter des équipes de surveillants, de trafiquants, de dealers Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, si on rentre quelque chose dans l'économie, ça veut dire que derrière, il faut un support de l'économie. Si on rentre quelque chose dans l'économie et qu'on n'a pas de support de l'économie, ça veut dire qu'on risque de flinguer son économie. Moi, personnellement, je trouve ça... je ne sais plus. Enfin, là, pour moi, c'est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Ouais, effectivement, ça part un peu en vrille. On nous demande s'il y a des micro-coupures. Non, visiblement, ça va, ça passe au niveau du direct Facebook. Alors, Facebook, vous savez que c'est un problème de Facebook, souvent, c'est pas un problème de la ligne. Pour ma part, j'ai pas de souci. Je suis très en dessous des capacités de mon ordinateur. 7% pour le processeur et 13% pour la carte graphique. Donc, de ce côté, ça va. Mon réseau marche correctement. Donc, je pense que c'est Facebook.
Ok, on peut finir la liste des indices du bordel ambiant. Alors, subvention européenne au charbon. La Commission vient de donner son feu vert aux aides d'État pour ce qu'ils appellent les centrales électriques de secours, en oubliant de dire que souvent c'est au gaz et au charbon. Donc ils appellent ça des mécanismes de capacité. Voilà. Donc dans les textes, on appelle ça des mécanismes de capacité, mais en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est des centrales au gaz et au charbon. Donc les programmes énergétiques de secours pourront à présent bénéficier de financement public dans 6 États membres, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Pologne. En ce qui concerne la Belgique et l'Allemagne, la Commission européenne a autorisé des réserves stratégiques principalement liées aux centrales nucléaires vieillissantes et à la sortie de l'énergie atomique. C'est-à-dire qu'en gros, si on arrête une centrale nucléaire, il faut pouvoir la remplacer par une production équivalente. Et c'est-à-dire que ces pays-là auront le droit de financer des centrales au gaz et au charbon. Dans le cas de l'Italie et de la Pologne, ce sont des mécanismes de capacité à l'échelle du marché, c'est-à-dire pour tout le pays, non pas localement pour une centrale, qui ont été autorisés. Cette mesure est plus controversée puisqu'elle permet la subvention des centrales au gaz ou au charbon utilisées en soutien du renouvelable. Ça veut dire quoi ? Vous faites un parc d'éoliennes, et quand le parc d'éoliennes, il n'y a pas de vent, vous lancez une centrale au charbon. Alors premièrement, c'est plus tellement à la mode de lancer des centrales au charbon, et deuxièmement, c'est que c'est des subventions, c'est-à-dire notre argent, qui vont subventionner des centrales au charbon dans une structure supranationale qui préconise le fait de pas polluer et de descendre la pollution et de descendre la consommation énergétique. Donc on marche complètement sur la tête. D'un côté, on nous emmerde avec les pollutions, les pots d'échappement et tout ça, et de l'autre côté, les mêmes qui font ça lancent des centrales au charbon. C'est débile. Voilà. Alors autre point qui n'a strictement rien à voir, qui s'appelle Soros le diable. Donc le milliardaire George Soros a utilisé sa fondation, qu'on appelle Open Society, pour faire un don de 453 000 € à un groupe qui fait campagne pour relancer le référendum sur le Brexit. Et on a appris cette semaine qu'il a fait une rallonge de 100 000 €, donc c'est 553 000 € en tout. Alors le journal anglais The Telegraph nous révèle que Soros veut recruter les grands donateurs conservateurs pour miner Theresa May. Donc en fait, il veut réorienter l'argent des donateurs conservateurs, donc des gens qui font des dons au parti, mais pour jouer contre Theresa May et contre le Brexit. Il prévoit également de cibler les députés et de les convaincre de voter contre l'accord final sur le Brexit pour déclencher un autre référendum ou une élection générale, selon un document de stratégie divulgué lors d'une réunion du groupe. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des fuites dans Open Society, et il y a beaucoup de documents qui se retrouvent publics, et donc en fait, il veut cibler et recruter des députés. Alors, au mieux, ça s'appelle du lobbying très très orienté, au pire, ça s'appelle du détournement d'hommes publics, ou voire pire, s'il y a de l'argent qui est distribué. Et en fait, il veut les convaincre de voter contre l'accord, c'est-à-dire que si la loi à la fin du Brexit n'est pas votée, il y aura un blocage, il faudra certainement faire appel à un nouveau référendum. Alors, ce genre de procédé est essentiellement une distorsion du jeu démocratique, puisque le peuple anglais a choisi. Les hommes politiques, contrairement aux Français, les hommes politiques anglais mettent en œuvre, à eux de trouver les meilleures dispositions, mais mettent en œuvre ce qu'a demandé le peuple anglais, et que quelqu'un de l'extérieur, George Soros, qui n'est ni anglais, ni européen, vienne mettre son nez là-dedans, est quelque chose de très antidémocratique. Alors, on entend des gens crier, hurler qu'il y aurait eu des ingérences dans les processus démocratiques par la Russie, aux États-Unis, ou je ne sais pas où, ou dans le Brexit aussi, on entend parler, mais personne ne crie qu'il y ait une ingérence démocratique de Soros sur le mécanisme démocratique anglais et sur le mécanisme notamment de représentation par les députés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez scandaleux, encore une fois, que premièrement qu'on le laisse faire, et deuxièmement que personne ne le dénonce. Voilà. Commentaire là-dessus ? Non, pas vraiment de commentaires, toujours pas, visiblement. C'est très très calme encore ce soir. Salut à Bayard, qui nous a rejoint. On va parler de girouette et heure fixe. Alors le jeudi 8 février, la majorité des députés européens, donc 380 sur 549, s'est prononcée en faveur d'une résolution visant à mettre fin au changement d'heure au sein des pays de l'Union. Alors c'est comme d'habitude une résolution non contraignante, vous savez ce que vote le Parlement, les résolutions sont non contraignantes.
Et il faut que la Commission s'en saisisse et ensuite convaincre les 27 ou 28 pays membres. Je ne suis pas certain que les Anglais changent d'heure, mais enfin bon, les 27 ou 28 pays membres d'arrêter le changement d'heure. Alors, la France avait été la première à adopter le changement d'heure en 1976. C'était l'époque où la France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc l'objectif, je sais pas, les plus jeunes ne doivent pas connaître ça. Donc les plus vieux, c'est après le choc pétrolier, on a eu des campagnes de publicité assommantes alors qu'on avait 3 chaînes de télévision, hein, peut-être même 2, non 3, qui nous disaient la France n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc on avait mis ça en place en 1976. L'objectif était de faire des économies d'éclairage en calquant les horaires d'activité sur les horaires d'ensoleillement. Cette procédure a été harmonisée par Bruxelles en 1998 pour tous les pays membres de l'Union européenne, pour une fois que la France est motrice pour quelque chose. Et en fait, l'heure d'été n'entraînerait que des économies minimes. En fait, personne n'est capable de savoir si ça entraîne quoi que ce soit, ou des économies ou pas d'économies. Par contre, à contrario, la Commission européenne a reconnu en 2015 de possibles problèmes de santé dus au passage à l'heure d'été, perturbant notre horloge interne. Alors, petite parenthèse, j'ai eu, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai eu des enfants, moi je supporte pas bien le changement d'heure, dans un sens ça va, dans l'autre c'est difficile, et j'ai un gamin qui était malade à cause de ça, parce qu'il détestait, il pouvait pas changer d'heure comme ça, et il était très malade. Bon, il n'y avait pas de séquelles, enfin j'espère, mais enfin ça durait quelques semaines. Alors en fait, personne ne sait rien, si c'est bien, c'est pas bien, et tout ça c'est une agitation supplémentaire. Donc on appelle ça du bougisme parlementaire. Donc c'est faire du vent pour laisser croire qu'on est efficace. Je pense que la zone euro et l'Union européenne a des problèmes beaucoup plus graves à régler en ce moment que la taille des chiottes ou le changement d'heure, et qu'il serait bien de s'interroger sur le nombre de pauvres et le nombre de chômeurs et les travailleurs détachés en Europe plutôt que de passer du temps à parler de ça. Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis qu'il y a certainement plus important en ce moment. Isabelle Corrado qui disait « Personnellement, je ne supporte pas le changement d'horaire quand je vois le gaspillage en énergie dans les lieux publics. » Et Coralie qui relayait sur Facebook aussi de Steph Royer qui disait « Ah oui, ça serait peut-être une bonne idée d'arrêter le changement d'heure. » Bah, déjà, si on était un peu plus économe et un peu plus rigoureux dans la gestion de l'énergie publique, je pense qu'on ferait des économies au-delà du changement d'heure. C'est-à-dire on arrête le changement d'heure. Petite anecdote toute bête, j'habite à côté d'un chemin pédestre qui est allumé toute la nuit. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui se promènent, je sais pas, entre 11h et 5h du matin. Pourtant, le chemin pédestre, il y a des lampadaires, ils sont allumés toute la nuit. On pourrait les éteindre, hein, ça gênerait personne. Et quand quelqu'un se promène la nuit, il est équipé, il a une lampe. Donc de toute façon, voilà. Et des exemples comme ça, hein, c'est qu'un exemple local, puisqu'il est là actuellement à peu près à 15 mètres de moi, mais des exemples comme ça, il y en a des tétrachés. Vous allez vous promener à la Défense la nuit, vous allez promener sur les grands boulevards en pleine nuit. Quand je dis pleine nuit, c'est pas minuit, hein, c'est 2h30 du matin, vous avez énormément de lumières qui sont allumées. Ça s'est un peu amélioré parce qu'il y a quelques années, hein, il y a 20 ou 30 ans en arrière, toutes les vitrines étaient allumées toutes les nuits. Hein. Ça s'est un peu amélioré. Mais il y a beaucoup de gisements d'économie au-delà du changement d'heure. Hein. Donc qu'on arrête de changer l'heure, qu'on choisisse l'heure d'été ou l'heure d'hiver, personnellement, ça peu importe, mais qu'on ne change pas d'heure, et puis qu'on fasse une vraie gestion des économies. En sachant que les économies, quand on regarde les échelles, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand vous étiez la lumière de votre escalier la nuit, ça ne change pas grand-chose, peut-être un petit peu sur votre facture, mais sur le bilan global de la France, c'est rien du tout. Hein. Vous avez des usines, des bateaux, des camions, des gros engins de chantier qui consomment tellement que tout ça, c'est ce que nous, on peut faire, c'est peanuts. Bon, sinon, en reparlant de gens qui font pas très attention, on va parler de Volkswagen, et le titre, c'est Volkswagen ose tout. Alors, vous savez que Volkswagen, société du Dieselgate, hein, c'est ceux qui avaient triché sur la consommation, la pollution et la consommation aussi de leur véhicule diesel. C'est aussi l'entreprise qui vient de se faire choper à faire des essais de gaz d'échappement sur des singes, et puis on a appris après qu'en fait, ils ont fait aussi des essais ils ont fait respirer des gaz d'échappement à des humains. Des volontaires, mais des humains. C'est strictement interdit de faire des expériences sur des humains, et ça a été fait. Et en fait, cette société, qui est quand même pas très réglo de ce côté-là, sponsorise une conférence sur le comportement citoyen des entreprises. Donc vous avez l'affiche sous les yeux, donc ça s'appelle, c'est un événement EMI, ça s'appelle l'intégrité, la transparence et la citoyenneté d'entreprise. Évidemment, c'est tout ça, c'est le mouvement européen international.
et sponsorisé par qui? Sponsorisé par Volkswagen. C'est pour le 8 mars 2018 à Bruxelles. Donc c'est quand même assez incroyable, hein, alors que Volkswagen a fait inhaler ses gaz d'échappement à des singes et des humains. Bon ben voilà, c'est des gens qui n'ont plus aucune limite, qui n'ont plus aucune éthique, qui n'ont plus aucune modestie. Je veux dire, voilà, on est dans un monde où tout fout le camp. C'est comme ça, ma pauvre dame. Alors, on va parler du mode de scrutin européen en France. Donc l'Assemblée nationale a voté mardi 13 février, donc c'est hier, au soir, le retour à une seule circonscription nationale pour les élections européennes de 2019. Donc j'en ai déjà parlé, hein, comme quoi c'était un projet d'arrêter avec les 5 ou 6 circonscriptions nationales. Je crois que c'était 5 métropolitaines et une, quelque chose comme ça, et de passer à une seule circonscription. Donc en fait, une série d'amendements défendus principalement par les élus, les républicains, visant à supprimer cette disposition ont été rejetés par 100 voix contre 40. Déjà, 100 voix contre 40, 140 députés, ils n'ont pas fait le plein. Hein. Ils sont 577, hein, c'est ça? Donc ils étaient que 140. Idem pour les amendements, les républicains, visant à créer des circonscriptions correspondant aux 13 régions actuelles, plutôt qu'une circonscription unique. Alors, comme je l'avais déjà souligné à plusieurs reprises, cette décision est consubstantielle de la mise en place d'une censure encore plus forte des voix discordantes. Je vous ai dit que s'il n'y a qu'une seule circonscription, ça veut dire que de facto, il va y avoir une couverture des arguments des eurosceptiques au niveau national, donc sur les chaînes nationales, et non plus sur les chaînes locales ou les journaux locaux, comme c'était fait avant. Et ça, le pouvoir ne pourra pas le supporter, au sens ne le laissera pas faire. Donc les eurosceptiques vont être bâillonnés comme jamais. D'ailleurs, dans la foulée, les députés ont entamé l'examen de l'article qui met en place de nouvelles règles de répartition du temps de parole pour la campagne audiovisuelle officielle. Écoutez bien, le dispositif a été légèrement retouché pour porter notamment de 2 à 3 minutes le temps alloué à chaque liste. Vous vous rendez compte que pour une élection qui met en œuvre, donc au niveau national, et normalement qui est importante pour l'avenir de tous les Français, chaque liste aura 3 minutes de temps de parole officiel. 3 minutes. Voilà la mesure de notre démocratie en France, 3 minutes. Alors, s'y ajouteront donc ces 3 minutes-là, toutes les listes y auront droit. Donc voilà, que ce soit celle d'Assolino, celle de Philippot, celle de Cohn-Bendit, je ne sais pas, tout le monde aura 3 minutes. Mais s'y ajouteront 2 heures d'émission mises à disposition des présidents des groupes à l'Assemblée au Sénat. Donc c'est-à-dire que tous les groupes qui n'ont pas d'élus Assemblée au Sénat, qui n'ont pas même pas d'élus, qui n'ont pas de groupe, ne pourront pas y participer, au prorata du nombre d'élus, qui seront libres de les répartir entre les différentes listes. 1 heure supplémentaire sera répartie par le CSA pour garantir le pluralisme. Je mets ma main à couper qu'il y aura une omerta totale, j'ai écrit total en majuscule, sur les listes vraiment eurosceptiques. Et que les débats qui seront organisés, qui seront là forcément organisés au niveau national, et non plus au niveau des régions comme c'était fait avant, se feront sans les listes eurosceptiques. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre la campagne officielle pour informer, mais il faut le faire le plus tôt possible, et pas attendre d'être sous l'été noir les 2 mois avant, pour commencer à réagir. C'est-à-dire, c'est bien en amont, c'est-à-dire maintenant qu'il faut commencer à faire des communications, à sensibiliser les gens, à montrer quelles sont les réalités sensibles, et d'aller au charbon. Donc voilà, donc on est parti pour une souscription nationale, et on est parti pour une censure que je vous annonce féroce. Des remarques là-dessus ? Alors pas mal de remarques, notamment aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au changement d'horaire aussi. On avait donc Bayard qui est Guy Poulain. Le changement d'heure, c'est un gadget de VGE qui ne sert plus à rien aujourd'hui. D'autres réactions aussi, par rapport à Facebook, Lila Bleu qui disait les métallos allemands ont eu une hausse de 4,3%. Et par rapport aux problèmes énergétiques, on te demandait, et Céline avait une question plutôt pertinente, où on en est concrètement par rapport au Linky. Alors, je me suis un petit peu renseigné sur le Linky. Alors,
je vais vous donner 2-3 infos techniques, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Alors, le Linky, j'ai appris qu'il y en avait 30 000 par jour qui étaient installés. 30 000 par jour. Quand j'ai entendu ce chiffre-là, j'étais sur le cul. 30 000 par jour, ils en installent. Ils doivent en installer 35 millions. Ils en sont à peu près un peu plus d'un tiers, si je me rappelle bien. Un peu plus d'un tiers. Alors, le Linky, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un compteur électrique, un compteur d'énergie électrique que vous avez chez vous. Et au lieu d'être basé simplement sur un petit moteur qui fait tourner un disque et qui compte le nombre de tours, c'est fait de façon électronique. Avec la particularité, c'est que ce compteur peut être interrogé depuis l'extérieur, non pas par un petit dispositif comme on a actuellement, genre Bluetooth, quoi, c'est pas Bluetooth, mais ou RFID, mais directement depuis le réseau par des CPL, des courants porteurs de ligne. Cet appareil, alors, 2 choses. Je parle ici en tant que spécialiste d'électronique, en tant que S-qualité, mon métier. Ce compteur ne présente strictement aucun danger au sens du rayonnement. Le rayonnement est bien inférieur à votre box Wi-Fi et le CPL étant sur des fils, c'est beaucoup moins rayonnant que tout ce que vous avez autour de vous. Par contre, c'est un compteur, donc ce compteur a la capacité de pouvoir limiter le calibre, c'est-à-dire descendre le calibre du compteur ou l'augmenter, et surtout il peut être coupé depuis l'extérieur. Donc EDF a mis en place un système qui permet de gérer ses abonnés ou ses mauvais payeurs, mais en aucun cas un système de gestion intelligente du réseau. Pour avoir une gestion intelligente du réseau, il aurait fallu du côté de l'utilisateur avoir des dispositifs permettant de gérer le chauffage, les rideaux, la production d'eau chaude, les cellules photovoltaïques qu'il y a sur le toit, la batterie électrique de la voiture, permettant de faire la vraie gestion électrique. Ça, il n'y a pas du tout. Et donc, comme des compteurs sont installés pour 30 ou 40 ans, eh bien, ça veut dire que la France va prendre 30 ou 40 ans de retard dans la gestion intelligente du réseau, ce qu'on appelle la smart grid. Par contre, il est apparu que dans certains dispositifs, les Linky avaient des défauts et donc provoquaient des courts-circuits du côté distributeur, mais c'est quand même dans la maison, et de certains Linky prennent feu. Mais pas plus, pas moins que d'autres compteurs qui ont des défauts. C'est pas une nouveauté. Il y a 35 millions de compteurs en France, et de temps en temps, il y a des compteurs qui prennent feu, même les compteurs normaux, classiques, je dirais. Donc voilà. Est-ce que vous voulez d'autres informations là-dessus ? Ouais, alors, j'entends un minimum en contradiction au nom de plusieurs personnes et de plusieurs informations qui, le rayonnement est assez dommageable pour la santé humaine. On a plusieurs cas de figure, aussi au niveau des appareils électroniques sur place. Ça pose un très très gros problème. C'est pour ça qu'il y a des sortes d'anti-CPL, des petits compteurs, des petits boîtiers anti-CPL qui sont branchés maintenant dans certains appartements qui sont avec le Linky. Le CPL est du côté EDF, pas du côté particulier. Le CPL, c'est rien d'autre que des impulsions électriques qui vont circuler sur un réseau 220 volts. Mais sur les fils, ça rayonne pas le CPL. Le CPL, ça rayonne pas. Sinon, il y a bien d'autres choses qui rayonnent plus que du CPL dans une maison. Quelqu'un qui me dit qu'il a peur du Linky, qui a son réseau Wi-Fi allumé, c'est un blagueur. C'est un blagueur. Ou alors, il faut couper le Wi-Fi et couper votre signal téléphonique et puis vous mettre du papier alu et du cuivre partout dans votre maison pour pas avoir le réseau 3G qui vous traverse. C'est d'un point de vue puissance, quand vous téléphonez, vous êtes plusieurs ordres de grandeur au-dessus du rayonnement du Linky. Alors, il y avait Isabelle Corrado qui disait, j'avais entendu parler que le rayonnement passait aussi par les fils électriques de la maison. Ouais, effectivement. C'est pas un rayonnement, c'est ce qu'on appelle du conduit. Par définition, le conduit, ça rayonne pas. Bien sûr, attendez, ça rayonne, mais c'est ridicule. Je veux dire, vous n'avez pas une émission hertzienne, vous n'avez pas une émission par des ondes dans l'air. Je veux dire, vous conduisez dans un fil un courant électrique. Parce qu'à ce moment-là, vous branchez votre machine à laver, votre fil il rayonne, parce qu'il y a de la tension, il y a du courant il y a de la tension en bande des fils et du courant qui circule, donc ça va rayonner. Vous avez votre micro-ondes, micro-ondes malheureux, micro-ondes c'est bien plus puissant, des centaines, des milliers de fois plus puissant qu'un CPL.
Ouais, c'est très mauvais aussi également le micro-ondes. Alors on a Lila Bleu sur Facebook qui disait, et c'est plutôt ça là-dessus que j'aurais dû insister, il y a énormément eu d'articles, comme le disait Lila Bleu, par rapport à des assurances qui ne payent plus, qui ne remboursent plus si on a le Linky, le compteur sur place, en vue des nombres d'incendies conséquents qu'il y a eu. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est pas un problème de Linky, c'est un problème électrique. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème électrique, c'est-à-dire s'il y a un problème de conception de Linky, mais les gens ne s'opposent pas au Linky à cause de ça. Ils disent pas, vous avez un branchement électrique qui est pas bon, ça risque de mettre le feu. Les gens disent, c'est la plupart des gens en tout cas, oui, le CPL, c'est pas bon pour la santé, tout ça. Qu'un compteur électrique soit mal monté et prenne feu, mais ça arrive avec un compteur classique, hein. Ça arrive pas forcément qu'avec les Linky, ça arrive quand on installe 35 millions d'objets. Sur 35 millions, il y en a, même si on a. Faites l'hypothèse qu'il y a 0,1% des objets qui marchent mal. Sur 35 millions, ça en fait un paquet. Hein. 35 millions, ça fait 35 000, je me trompe pas. 0,1%. Attendez, 35 millions, 350 000, 3500. C'est ça? Bon, peu importe. Ça en fait plusieurs milliers qui risquent de prendre feu, même avec 0,1% de défaut. Donc, sur un grand chiffre comme ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est explicable statistiquement. Je ne dis pas que c'est normal, d'accord, mais c'est explicable statistiquement. Donc, c'est pas le Linky en tant que tel, c'est le fait qu'il y ait 35 millions de Linky. Ça serait 35 millions de... Vous achetez 35 millions de téléphones, des fois, il y a un téléphone qui tombe en panne. D'accord, il y a des batteries qui explosent, il y a des batteries qui prennent feu. Vous achetez une voiture, et vous tombez sur une voiture pourrie, elle tombe en panne alors qu'elle est toute neuve. Un Linky, c'est pas différent d'une voiture ou d'un téléphone portable. Quand on met beaucoup de choses en œuvre, même avec un très faible taux de déchets, il peut y avoir des objets qui ne fonctionnent pas. Ça n'existe pas industriellement, 100% de trucs qui fonctionnent. Isabelle Corrado qui disait, je pense que ce sont les différentes ondes et fréquences ajoutées qui peuvent être nocives, tout comme les additifs. Mais, je veux dire, bon, moi je veux fâcher personne, mais soyez conscients que vous êtes traversé par des ondes toute la journée, toute votre vie, en tout endroit de la Terre. Vous allez en Bretagne, vous avez la radioactivité naturelle. Vous êtes n'importe où en ville, vous êtes traversé par les ondes 3G, par les ondes télévision, par les ondes radio. Vous êtes traversé par les ondes de la radio. Hein. Vous allez prendre vous allez faire un traitement à l'hôpital, vous recevez des ondes. Vous allumez votre micro-ondes, vous avez des ondes. Vous passez pas très loin d'une ligne haute tension, vous avez des ondes. Vous êtes dans votre voiture, vous avez des ondes. Vous avez des ondes partout. Donc, le Wi-Fi, c'est-à-dire, vous faites du Wi-Fi, vous êtes branché sur votre ordinateur actuel ou votre téléphone portable avec du Wi-Fi, vous êtes traversé par des ondes. On est traversé par des ondes sans arrêt, tout le temps, toute notre vie. Si c'était si mauvais que ça, on serait tous... Alors peut-être qu'il y a des cancers liés à ça, hein, je ne conteste pas, mais si c'était si mauvais que ça, il faudrait couper toutes les ondes et il y aurait énormément de malades. Peut-être que certains cancers sont développés à cause des ondes, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, c'est pas un poison au sens de ce qu'on voudrait nous faire croire. Je veux dire, il y a quand même des millions, je dirais peut-être même des milliards, si on accumule de communications téléphone par jour, il n'y a pas des milliards de cancers du cerveau. Alors ça suscite pas mal de réactions sur Facebook, notamment une sur Facebook, aussi sur le Mumble. Céline qui disait, mais bon sang, que fais-tu des méfaits sur la santé? On n'a pas les arguments pour te contredire. Voilà, attends, que fais-tu des méfaits sur la santé? Mais où sont les méfaits sur la santé? Où avez-vous des... Moi je veux bien, mais montrer des études, des cas réels où une onde... Alors je parle pas d'ondes dans des gammes rayons X ou machin comme ça, mais des ondes qui nous traversent tous les jours, où est-ce qu'il y a des méfaits sur la santé? Moi je veux bien croire, moi j'ai jamais vu d'études qui montraient qu'il y avait des méfaits sur la santé. Attention, je parle des méfaits au sens massif, hein, comme vous voudrez nous le faire croire. Non. Moi je suis prêt à accepter si vous me montrez une étude, une mesure et une étude qui dit qu'il y a des méfaits sur la santé. Moi j'en ai jamais vu passer pour l'instant. Hein. Si vous mettez, je sais pas, un œuf et que vous lui concentrez dessus des ondes à 1000 fois ce qu'on reçoit en un an, il va peut-être y avoir quelque chose. Mais ça veut rien dire, c'est pas comme ça qu'on traite les choses. Je veux dire, pourquoi... Alors, est-ce que vous sentez les ondes de la télé vous traverser? Est-ce que vous sentez les ondes de Wi-Fi vous traverser? Alors, il paraît qu'il y a des gens qui sont électrosensibles. Moi, j'en ai jamais rencontré. Il paraît que ça existe. Ils sont sensibles dans une pièce, pas sensibles dans l'autre. Il y a autant d'ondes. Hein.
Il y a des ondes partout. Le téléphone, le 3G, il y en a partout. Il y a des ondes GPS, il y a des ondes qui viennent des satellites, il y a des ondes qui viennent des lignes haute tension. Dès que vous avez un courant qui est modulé, c'est-à-dire un courant constant, il n'y a pas d'onde. Hein, mais un courant, dès qu'il y a un courant qui est modulé, vous avez des ondes. Après, ça dépend des fréquences et des puissances, mais vous avez des ondes. Donc voilà, le problème, c'est qu'on nous dit que fais-tu des... C'est pas enfin, on dit que fais-tu des problèmes sur la santé. Mais moi, je veux bien les considérer, mais où ils sont? Où sont les études qui le montrent? Il n'y en a pas. Bon, de toute manière, on est encore sur un débat assez abrasif, hein, il y a énormément de réactions. Je vais pas forcément... Moi, je comprends que les gens soient inquiets, mais il faut faire appel à sa raison. La raison, c'est, est-ce que vous connaissez quelqu'un malade qui est malade quand vous allumez une box Wi-Fi? Moi, j'en ai jamais vu. Hein. J'en ai jamais vu. Vous mettez une box Wi-Fi, vous l'allumez, l'éteignez, la personne, elle s'en aperçoit même pas. Vous dites que vous allumez la box Wi-Fi, ah, j'ai mal à la tête. Vous allumez la box Wi-Fi sans lui dire, il n'y a rien. Ça existe peut-être, hein, je ne mets pas en cause ça. Par contre, je n'ai jamais entendu parler de gens qui étaient malades. Je répète, qu'il y ait des maladies liées à ça, je ne le conteste pas, c'est possible. Qu'il y ait des maladies massives liées à ça, c'est comme les vaccins. Enfin, je ne veux pas dire comment recommencer, mais qu'il y ait des gens qui soient malades à cause du vaccin, oui. Qu'il y ait massivement déjà des gens malades à cause du vaccin, non. Bon, en tout cas, moi, si vous voulez, je peux faire une étude poussée, pointue, mais à ce moment-là, si je fais l'étude pointue et poussée, il ne faudra pas revenir avec des arguments de type terre plate. Hein. C'est-à-dire qu'on fait l'étude, on regarde ça ensemble de façon extrêmement précise, et on regarde quel est le danger, et je mets en œuvre des méthodes professionnelles pour faire ça. Hein. C'est mon métier, donc je peux vous le faire. Et puis après, on fait l'étude. Si je me trompe, je me trompe. Moi, j'accepte de me tromper si je trouve des résultats qui montrent que je me trompe. Hein. Dans l'état actuel, j'ai jamais trouvé de résultats qui allaient dans le sens de l'inquiétude. Alors après, Yannick aussi, il faut prendre en compte aussi parce qu'il y a une certaine scission sur plein de sujets. Hein. On est en désaccord, tu es en désaccord avec d'autres personnes. Bon, et malheureusement, c'est toujours Alors, des il y a deux choses. qui sont loin Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on ait un avis différent. C'est possible. Moi, et puis de toute façon, il faut respecter l'avis des autres. On a un avis différent. Et après, on prend les données scientifiques. D'accord? Il y a des choses où il n'y a pas de données scientifiques. Si vous me dites Dieu existe, je vous dis Dieu n'existe pas, on ne se mettra jamais d'accord, il n'y a pas de données scientifiques. Si vous me dites les vaccins rendent malade, moi je vous dis que non, vous me dites oui, on regarde scientifiquement les études qui ont été produites, on regarde les plus grands scientifiques du domaine, on regarde les consensus, pareil pour le Linky, et on regarde scientifiquement ce qu'il en est. Et il faut accepter les résultats scientifiques, parce que si on n'accepte pas les résultats scientifiques, ça ouvre la porte à n'importe quoi. On peut avoir un avis différent, mais après, il faut se mettre d'accord sur un protocole et sur une preuve, ou en tout cas une évaluation scientifique de ce qu'on dit. Après, sinon, si chacun reste sur ses positions en disant « je m'en fous de tes preuves scientifiques, je dis que le Linky est dangereux, et moi je te dis que le Linky n'est pas dangereux », c'est plus une discussion, c'est du café du commerce. Hein. Donc on a le droit d'avoir des avis différents. Maintenant, on travaille sur de la matière dans laquelle il y a des mesures, il y a des observations, il y a des réfutations, et il faut en tenir compte. Si on n'en tient pas compte, c'est plus une discussion, hein. C'est un dogme, et ça devient une religion. Ouais, bon, alors on est d'accord, visiblement, sur le chat, c'est ok. Si tu peux faire une analyse, une étude un peu plus approfondie, on en reparle. Maintenant, il faut pas nier. Le problème, c'est que tout le monde prétend être plus factuel les uns que les autres. Et il y a un savoir qui est très académique, mais des fois, qui dit savoir alternatif, Yannick ne dit pas forcément savoir terre-platien, ou savoir farfelu, ou savoir complètement... Attends, il n'y a pas de savoir farfelu ou de savoir académique. Il y a des mesures, il y a des observations, il y a des protocoles, il y a des théories et il y a des réfutations possibles. Si on rentre dans ce schéma-là, ce qu'on appelle le schéma de Popper, à ce moment-là, on peut discuter. Si on n'est pas dans le schéma de Popper, c'est-à-dire si je vous dis un truc que vous ne pouvez pas réfuter, je vous dis quelque chose, si je vous dis sur la face cachée de la Lune, il y a un gros monstre rose qui pète toutes les 3 minutes. D'accord ? Vous ne pouvez pas le réfuter, vous n'êtes pas capable d'y aller. Donc c'est pas une théorie scientifique, c'est un dogme. D'accord ? Donc on n'est pas dans le schéma de Popper. Le schéma de Popper, c'est vous me dites, les vaccins rendent malade. Je dis ok, on regarde toutes les études qui sont sorties et on regarde combien il y a eu de malades avec les vaccins. Je simplifie. Hein. Vous me dites le Linky est dangereux. Ok, on regarde toutes les mesures électromagnétiques, on regarde le spectre électromagnétique autour d'un Linky et on compare avec des mesures du danger des ondes électromagnétiques. Si autour d'un Linky, on fait une spectrographie
du champ électromagnétique et qu'autour du Linky, il n'y a pas de champ électromagnétique dangereux, le Linky n'est pas dangereux. Je répète, ça ne veut pas dire que le Linky ne peut pas prendre feu, ça c'est une installation, c'est un problème d'installation électrique, ça c'est autre chose. Ok ? Et on fait comme ça, je veux dire, parce que si vous acceptez pas ça, ça veut dire que vous sortez de la raison et du schéma de Popper et vous rentrez dans le schéma du dogme de la politique et de la religion. Alors religion au sens large, hein. C'est-à-dire que vous dites « je pense que, donc c'est vrai ». Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne, sinon on peut pas faire de science. Hein. Sinon on peut pas faire de science. Et on peut pas faire d'analyse factuelle et profonde et raisonnée des problèmes. Effectivement, le mieux c'est d'apporter des arguments tangibles sur la table le plus possible. On en reparlera, si tu peux développer le dossier, c'est super. Je vais regarder ça. Alors ça sera peut-être pas au cours d'un lieu dans tous ces états, sauf si j'avais à le raccrocher à une norme européenne. Bien que, oui, de toute façon c'est lié à... Moi je peux vous dire que c'est lié à une envie européenne d'interconnecter les réseaux, ça je peux vous le dire. Mais je peux vous regarder ça et vous apporter... Maintenant, si quelqu'un me dit, parce que j'en vois tous les jours, oui, mais ça, c'est le grand capital, l'oligarchie, les Illuminati qui te demandent de dire ça, ou qui t'imposent, ou qui te... Comme tu as fait des études, donc tu es dans le moule des Illuminati, et donc tu ne peux répéter que ce que on t'a enseigné. Voilà, je connais bien tout ça, et donc forcément, je serai le porteur du message du diable, puisque, ayant fait des études, donc j'ai été formaté par mes maîtres à dire ce qu'ils pensent. C'est sans fin, hein, c'est sans fin. C'est sans fin. Ouais, non, il faut pas rentrer dans cette scission-là. C'est tous les jours que je reçois des messages comme ça, hein, tous les jours. Hein. Donc j'ai l'habitude, et je sais que les gens qui rentrent là-dedans, ce sont des gens qui ne peuvent plus discuter, qui ne peuvent plus raisonner, et qui ne sont plus capables de revenir en arrière sur leurs convictions, même si on leur apporte la preuve qu'ils ont tort, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc on ne peut plus discuter avec ces gens-là. Quel que soit le sujet, hein, que ça soit... Bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va faire une autre polémique, mais voilà. Donc, si moi je veux bien le faire, mais d'un autre côté, il faut être réglo. On se met d'accord sur la façon de travailler, sur la façon de dire, ok, on accepte l'argument, qu'est-ce qu'on en déduit? Ok, bah, j'avais tort, que ce soit moi ou d'autres. Hein. Ok, j'avais tort, je reviens en arrière. On m'a montré que j'avais tort, donc j'adopte. C'est ça la science raisonnée. Eh c'est le fait... super Yannico, écoute, là j'ai un message en retour, validation aussi de côté de Céline, il faudra voir avec Coralie, Christ et tout le reste de l'équipe, mais on peut faire une soirée spéciale, on invite Philippe Gendrock qui est calé sur le sujet. S'il te plaît. L'association Stop Linky, ben pourquoi pas? Parce que tu as des gens qui ont... Attends, non, je suis désolé. Quand un gars te dit... Alors après, qu'on travaille sur... Moi j'ai écouté ce qu'il disait. Qu'on travaille sur les vaccins en disant voilà, il y a des additifs, machin, c'est pas bon pour la santé. Moi, tout à fait d'accord. Après, quand on nous dise voilà, le vaccin, ça a été pensé par les Illuminati pour nous exterminer, stop. Non, c'est pas le cœur de son message, Yannick. C'est pas le cœur de son message, c'est une partie de son message. Mais de toute manière, que tu ne crois pas aux Illuminati, ça en fait une fiction pour toi, ça en fait quelque chose de très lointain. Ah non, attends, je parle pas aux... Non, à la limite, je sais même, moi, je m'en fous des Illuminati, qu'ils existent ou pas, c'est un autre problème. Je parle même pas de ça. Si le vaccin, simplement, je vais te démontrer ça en 2 phrases, si le vaccin était un facteur d'extermination, on serait tous morts, point. On est vaccinés à 90% en France, on est tous vivants. Même s'il y a quelques accidents de temps en temps pour différentes raisons, dont j'ai déjà parlé, ce n'est pas un facteur d'extermination. Donc quelqu'un qui dit ça, forcément dit un mensonge. Puisqu'on est vivant, si c'était de l'extermination, on serait quasiment tous morts. On nous vaccine et il y a 9 morts sur 10. Ok, c'est un facteur d'extermination. Si on est tous vivants, c'est que c'est pas un facteur d'extermination. C'est simple. Parce qu'on peut me dire la même chose pour Linky. On nous met du Linky, parce que ça va brouiller nos ondes alpha du cerveau pour qu'on devienne des moutons, c'est un facteur d'extermination. On peut me dire la même chose. Et j'ai déjà entendu des gens dire ça. Et ouais, les gens qui disent ça ne peuvent pas rentrer dans un débat constructif. En tout cas, moi je ne débattrai pas avec eux parce que je sais que c'est du temps perdu. Et je finirai par me faire traiter de facteur du grand capital, de suppôt de Satan qui répète les messages qu'il a appris à l'école. Je le sais, je l'ai déjà fait. Non, mais on s'en fout, c'est pas l'objectif. Là, de toute manière, nous, on non, est concentrés forcément, c'est pas l'objectif, mais c'est comme ça que ça termine. Dans un sens ou dans l'autre. Et tu le sais très très bien. Dans ce sujet-là ou dans d'autres.
Ouais, et ben écoute, on... Alors, je termine Ouais, avec voilà. 2 citations. Une citation de Jean-Claude Juncker de 99, dont je vais vous mettre l'original. Donc Jean-Claude Juncker en 99 disait, alors j'ai repris cette citation parce qu'en fait, elle est tout à fait d'actualité. Nous prenons une décision, puis nous la mettons sur la table, et nous attendons un peu pour voir ce qui se passe. Si elle ne provoque ni tollé ni émeute, parce que la plupart des gens ne comprennent rien à ce qui a été décidé, nous poursuivons, pas à pas, jusqu'au point de non-retour. Bah, ça, c'est tout à fait l'état d'esprit de nos hommes politiques actuels et des européistes en général, hein, ou en particulier. En tout cas, c'est exactement là. Donc vous avez bien compris, en fait, si on prend une décision, et s'il n'y a pas de bordel, eh ben on continue, on prend une décision suivante, et puis comme les gens n'y comprennent rien, ça avance. Petite citation de Jacques Sapir, qui a fait une analyse de l'activité économique de la Grande-Bretagne en 2017. Jacques Sapir nous dit, en Grande-Bretagne, en 2017, la production industrielle a augmenté de 2,1%, la production manufacturière de 2,8%, dont 5,1% pour le matériel de transport, 7,7% pour les machines et biens d'équipement, 6,5% pour la production d'ordinateurs et autres appareils électroniques. Je vous rappelle qu'il y a, si pas beaucoup, pas très longtemps, la plupart des hommes politiques nous disaient que si le Brexit était voté, l'Angleterre allait carrément couler, disparaître, dériver au milieu de l'Atlantique et qu'on n'entendrait plus jamais parler. Donc il est quand même bizarre que ces chiffres-là, on ne les entende pas aux informations et que nos européistes ne les reprennent pas pour dire, vous voyez, nous nous étions trompés puisque tout se passe bien en Angleterre. Donc voilà. Alors petit rappel, le journal Ipso Facto du mois de février est sorti. Il est sorti, il a été mis en ligne ce week-end, je crois. Donc il est disponible au téléchargement sur le site web des Clés de l'Europe. Donc c'est le numéro 8. Donc je vous rappelle, hein, daté du mois de février. Tous les numéros sont disponibles, hein, on les laisse en ligne, et donc vous pouvez les télécharger, les imprimer, les diffuser sous forme de PDF, mais surtout sous forme papier, à tous les endroits où vous pouvez les déposer. Et je pense que ce serait une très bonne chose que ça se diffuse le plus possible. Ok, ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube de Canal Citoyen, qui va bientôt être mise à jour. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe, à l'adresse toute simple, www.lesclésdeleurope.fr, le tout attaché. Je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et je rends la parole à Rudy. Oui, bon, je vais donner la parole aussi également tout de suite dans la seconde. Mettez un P dans le chat pour ceux qui sont sur Mumble, sur Facebook, pardon, puisque on est encore connecté en direct sur Facebook avec un petit décalage, certes, mais tout de même. Tapez tutoriel canal citoyen sur Google ou sur YouTube, vous avez 2 minutes à suivre, vous pouvez nous rejoindre et venir poser vos questions très rapidement, hein, parce que si vous venez pas dans l'heure, hein, bien sûr, ça sera compliqué. Donc Céline qui voulait prendre la parole, bonsoir à toi Céline. Ouais, bonsoir, je sais pas, on m'entend ? Ouais, super. Ok, super. Oui, non, mais moi je réagissais par rapport à la soirée que tu proposais, Yannick, et il n'y a aucun problème, ça serait vraiment même une très bonne idée de faire une soirée au sujet des compteurs Linky. Par contre, tu peux pas refuser d'avoir de la contradiction en face. Alors, moi je pense plutôt à des pages comme Stop Linky et compagnie. C'est très technique en fait le Linky. On ne peut pas, enfin moi en tout cas, j'ai pas les capacités de te contredire. J'ai pas les arguments, ni les capacités, ni les compétences. Et je sais très bien de quoi tu parles quand tu parles de théorie de complot et autres. Hein. Moi, je suis prof, on m'accuse même de transmettre des conneries à l'école. Et bon, voilà, pour certaines choses, c'est pas faux. Mais bon, bref, je sais de quoi tu parles. Mais n'empêche qu'on doit avoir une contradiction en face, quoi. Alors, Céline, je précise, je n'ai jamais dit que je voulais pas de contradiction. Et d'ailleurs, je préfère avoir de la contradiction, c'est beaucoup plus constructif. Mais il faut que la contradiction sérieuse. D'accord ? Si je fais exprès d'exagérer, hein. Je viens avec un schéma de spectre électromagnétique en fonction de la distance pour un compteur Linky, et derrière on va me dire oui mais ça c'est les extraterrestres et puis les bases lunaires allemandes qui pilotent ça sur la face cachée de la Lune. Je ne pourrais pas. Maintenant, si en face tu as un scientifique
qui me dit voilà, ton spectre électromagnétique, il était pris pour le champ électrique, mais pas pour ça, avec telle sonde et tout ça, là on peut discuter. Mais il faut la contradiction, je suis pour, et on peut pas faire autrement qu'avoir la contradiction. Et souvent, j'en ai pas assez de contradictions. Moi, j'aimerais avoir plus de contradictions sérieuses. Je sais pas si vous me suivez sur la page Facebook, j'ai quelques débats actuellement avec les platistes, je n'ai pas de contradiction. Ouais, mais après... Et quel que soit le sujet, c'est la même chose. Je veux de la contradiction. Enfin, moi, je pense que dans un débat, il faut de la contradiction. Plus exactement, moi, je m'en fous. Mais il faut de la contradiction sérieuse. C'est-à-dire que si on parle d'arguments scientifiques, il faut des arguments scientifiques. Si on n'est pas d'accord sur la méthode de débat, on ne peut pas faire de débat sérieux. Je suis d'accord Yannick, je comprends ce que tu veux dire et pour te connaître depuis un petit moment, tu es très, voilà, esprit scientifique, pas de soucis, contradiction sérieuse. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que t'es pas objectif parce que c'est toi qui parles de contradiction sérieuse, mais ça c'est ton point de vue. Jean Drock, il va être très sérieux pour d'autres personnes. J'ai envie de dire, je me le prends pas mal, mais qui tu serais pour dire, mais vous avez des arguments qui sont pas sérieux, ou vous avez une contradiction qui est écoute, pas sérieuse. je viens de donner un argument. Quand on dit qu'un vaccin est un facteur d'extermination et qu'on est tous vivants, forcément, c'est un mensonge puisqu'on est tous vivants. Si c'est un facteur d'extermination, il y aurait 9 bébés sur 10 qui seraient morts parce qu'on les a vaccinés. Ça serait de l'extermination. J'entends très bien, et tu es dans la recherche scientifique et dans les preuves scientifiques, et je l'entends très bien, et je suis même... je suis comme toi, je suis esprit cartésien à fond. Il n'y a pas de souci, je comprends. Maintenant, juste une rectification. Jean Drock n'a pas pour message que les vaccins, on ne dit pas forcément qu'ils tuent. Par contre, si un jour tu vaccines ton enfant et qu'au lendemain, il ne parle plus, il ne bouge plus, qu'il est devenu autiste, tu te poseras des questions. Et ça, c'est des cas, ça, c'est des réalités. Mais d'accord, et d'un point de vue scientifique, combien de cas ? Je veux dire, ok, mais pourquoi pas ? Mais il faut pas confondre. La sociologie, c'est prendre des cas particuliers et de regarder comment ça se passe. La science, c'est de prendre tous les cas et de regarder comment ça se passe. Si un enfant devient autiste avec un vaccin, j'ai jamais contesté ça. Mais on dit pas, si un enfant devient autiste avec un vaccin, on ne dit pas, les vaccins rendent autiste. Ça, c'est un mensonge. On dit, il arrive qu'un enfant puisse devenir autiste avec un vaccin. Ce qui n'est pas du tout la même affirmation. Or, si on parle de ce sujet-là, mais je peux le développer pour plein d'autres sujets, les gens disent, puisqu'un enfant est devenu autiste avec un vaccin, alors les vaccins rendent autiste. Cette affirmation est fausse et menteuse, mensongère. Ok, écoute, on va essayer d'avoir des gens comme il faut qui pourront apporter... Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, laissez-moi préparer quelque chose, parce qu'il faudra un petit peu de temps pour aller chercher des choses sérieuses et que je puisse étudier, éventuellement contacter des gens, on va faire ça bien. Hein. Donc on monte d'abord quelque chose et après on voit comment on organise, d'accord ? Aucun souci, tu me tiens au courant en MP pour une date que je vois même lointaine, hein. Il faut bien préparer les choses, mais aucun problème. Pas de souci Yannick, merci. De rien, de rien. Ok, notre question de Lila Bleu sur Facebook. Je sais pas si c'est une blague d'ailleurs. Y a-t-il une forte probabilité que Junker ait la cirrhose du foie ? Alors, cirrhose du foie, je peux pas le dire. Qu'il consomme trop de produits spiritueux, certainement. Maintenant, quelle est sa santé ? Moi, je ne trouve pas bonne mine à ce monsieur. Hein. Mais ça, c'est qu'une vision. Je ne suis pas tout bib et c'est qu'une vision extérieure. On verra combien de temps il vit après mars 2019. Enfin, après mai 2019. Hein, puisque son mandat s'arrête en mai 2019. On verra s'il vit longtemps ou pas. En sachant que la plupart de ces gens-là vivent très très vieux parce que comme ils ne branlent rien, leur santé est assez préservée. Donc lui, s'il vit pas longtemps, c'est qu'il aura un peu trop exagéré. Ouais, et ça sera, ma foi, peut-être un retour de karma assez juste. Isabelle Corrado du 89, bonsoir à toi, tu voulais prendre la parole ? Ou pas ? Alors on t'entend pas. Non, bah écoutez, allez muter. J'avais cru voir un P de sa part, si je l'ai pas halluciné dans le chat. Oui, c'est bon. Ah, je sais. Ouais, visiblement tu es muté, Isa. Pas trop d'autres réactions pour l'instant sur Facebook. Ah, c'est bon. Isa, bonsoir à toi, tu voulais prendre la parole.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Yannick. En fait, je voulais juste revenir sur les ondes téléphoniques. Pour le Linky, je sais pas trop, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais pour les ondes téléphoniques, en revanche, j'ai regardé beaucoup de documentaires, enfin beaucoup, en tout cas 4-5. Et j'en ai posté 3 ici sur le Mumble, dont un de Cache Investigation. Donc les ondes téléphoniques, en fait, on sait que là, par exemple, pour les téléphones, le DAS trop élevé, c'est pas très très bon. On préconise aux enfants, par exemple, de ne pas utiliser les téléphones ou en tout cas mettre un casque parce que les ondes traversent la barrière encéphalique. Donc il y a quand même quelque chose. Par ailleurs, je crois que c'est en Suisse où les antennes de diffusion des ondes sont beaucoup plus nombreuses, mais moins fortes en intensité. En France, on fait le contraire. Donc je pense quand même... Oui, on t'entend Isabelle, il y a eu un problème. France, on fait le contraire. Désolée, je pense quand même que j'entends un décalage avec Facebook. Je suis désolée. On t'entend Isabelle, il y a eu un problème. Donc voilà, en fait, ma question, c'est on a un problème. Un décalage avec Facebook. Alors, il faudrait que tu coupes ton Facebook. Je viens de te muter là, hein, c'est normal. Il faudrait vraiment que tu puisses couper ton Facebook parce que sinon c'est vraiment inaudible, Isabelle. Ça y est, c'est fait. Ok, super. Ouais, désolé. Je passe sur Facebook parce que ça coupe pas au niveau du son. Oui, donc voilà, je pense qu'en fait, au niveau, en tout cas, des ondes téléphoniques, il y a quelque chose à creuser. J'ai par ailleurs, je me souviens donc d'un des documentaires sur lequel ils avaient fait effectivement une recherche ou en tout cas un test sur des œufs. Enfin voilà, des œufs. Vous avez posé un téléphone. Donc c'est pas x100, hein. C'est juste la radiation, enfin je sais pas comment on appelle ça, les ondes du téléphone, et de le laisser, ça avait fait mourir les fœtus, enfin ouais, on peut dire ça, fœtus d'œufs. Donc il y a quand même quelque chose à creuser, en tout cas du côté des ondes téléphoniques. Alors, excuse-moi de te corriger, hein, je comprends que tu n'aies pas le bon vocabulaire, ça n'existe pas les ondes téléphoniques. C'est les ondes du téléphone, c'est-à-dire c'est un téléphone qui utilise des ondes qui sont des ondes comme les autres. Quand on téléphone avec un téléphone, le téléphone émet des ondes puissantes. Donc les ondes puissantes, il va y avoir une interaction entre les ondes et puis la partie qui est à côté du téléphone. Et si vous mettez votre téléphone à côté de l'oreille, vous allez faire chauffer vos tissus autour de l'antenne du téléphone. Et effectivement, quand vous mettez votre téléphone à l'oreille, vous allez faire chauffer votre cerveau. Et si vous laissez chauffer votre cerveau trop longtemps, c'est pas bon du tout pour le cerveau. Mais ça, c'est connu. Et c'est quand le téléphone et que vous êtes l'antenne à 1 cm de votre cerveau. Et dans ces cas-là, on dit, mais tout le monde le dit, donc la mesure qu'on vous donne, c'est les watts qui sont déposés dans la matière. D'accord ? Les watts par kilo. Donc effectivement, on sait ça c'est connu. Et si vous mettez un téléphone, l'antenne près d'un tissu fragile, vous allez faire chauffer le tissu fragile, vous allez le détruire. Ça, on le connaît. Mais c'est pas du tout le Linky. Linky, vous n'avez pas l'oreille posée sur votre compteur électrique. Et d'autant plus que le premier moyen de communication du Linky, c'est pas le GSM. Il y a une possibilité, mais c'est pas le GSM. C'est simplement un courant électrique qui est modulé dans le fil. Ce n'est pas une onde. Donc oui, les ondes électromagnétiques de forte puissance interagissent avec les tissus mous, les tissus dans lesquels il y a de l'eau, et les font chauffer jusqu'à les détruire, mais il faut des grosses doses, et surtout il faut être très très près. Oui, mais ça c'est connu depuis très longtemps, il n'y a pas besoin, les tests ont été faits il y a très très longtemps, mais dès que vous êtes écarté, ça diminue extrêmement vite. Donc si vous avez le téléphone à 1 mètre de vous, c'est fini. Quand vous téléphonez, quand vous recevez un coup de fil ou quand il est en veille, il n'y a pas du tout de puissance qui sont émises, des puissances beaucoup beaucoup plus faibles. On est d'accord, je veux dire, là il n'y a pas de... Je te contredis pas, j'ai même dans le même sens que toi. Mais c'est un cas précis et c'est des ondes électromagnétiques dans l'air. Ce n'est pas des ondes électromagnétiques dans un fil. C'est 2 choses complètement différentes. Mais je vous ferai l'étude de tout ça, il n'y a pas de problème. Je vous enverrai même un document si vous voulez, je vous définirai le vocabulaire, on fera un petit peu de physique ensemble si vous voulez progresser. Si vous voulez, hein, moi je peux vous faire un petit peu de physique pour vous expliquer comment ça marche. Si vous refusez de faire un petit peu de physique pour comprendre comment ça marche et dire non, c'est dangereux, je ne veux pas faire de physique, moi je peux rien pour vous, hein, je suis désolé.
Voilà, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à vous faire ça sans problème. Allez, on va pas tarder à clore l'émission. Un P dans le chat. Guy Poulain, Bayard, bonsoir à toi. Oui, bonsoir. Vous Ah m'entendez? non, c'est pas Guy Poulain, ça. Je le reconnais, c'est pas Guy Poulain. Ah non. Ah non, c'est pas. Autant pour moi, oui. Autant pour moi, oui. Quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Oui, moi je voulais simplement revenir sur deux choses. Les ondes électromagnétiques qui sont dégagées par les téléphones portables. Il y a donc une quinzaine d'années, quand les portables sont sortis, les scientifiques se succédaient aux différents micros et sur les différentes antennes pour dire que ce n'était absolument pas dangereux et qu'on pouvait téléphoner pendant des heures sans aucun souci. Aujourd'hui, on assiste un petit peu au même système, c'est-à-dire qu'en fait, au début de chaque invention ou de chaque entre guillemets révolution, il y a toujours une quantité de scientifiques qui se bousculent pour dire qu'il n'y a aucun problème, tout va aller bien. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste en ce qui concerne les vaccins. Et j'ai deux questions. La première question, c'est pourquoi tout d'un coup faut-il faire subir à nos gamins, aux bambins, dès le 6e ou 8e mois, une douzaine de vaccins, alors que pendant des années, des dizaines d'années, on s'est contenté des T-Vax. Et deuxièmement, est-ce que cette espèce d'engouement pour la super vaccination à tout crin et à toute vitesse ne serait pas en liaison avec une immigration plus que pléthorique, qui nous amènerait, qui potentiellement pourrait nous amener à un certain nombre de maladies. Alors, ou tu sinon, n'as pas... dans le cas contraire, Alors, tu n'as... est-ce que c'est pour l'enrichissement des laboratoires? Alors, tu n'as pas écouté les émissions précédentes, mais c'est normal puisque je crois qu'elles n'ont pas été produites, elles n'ont pas été encore enregistrées, mises à disposition. On en a discuté beaucoup, effectivement. Donc, les points que tu soulèves ont été discutés abondamment dans les dernières émissions. Premièrement, pour ma part, je ne suis pas anti-vaccin et je pense que le vaccin est une bonne chose. Mais c'est incompréhensible de le fait de passer de 3 à 11 vaccins. On est le seul pays au monde. Et donc les raisons qui ont été invoquées sont celles que tu dis. C'est-à-dire une peur de l'importation d'épidémies par les migrants. Et d'ailleurs, ça a été écrit assez officiellement par plusieurs personnes dans des vecteurs médiatiques non confidentiels. Donc on peut penser que c'est grâce à ça, et notamment un organisme allemand officiel, qui est l'organisme des épidémies allemand, qui a dit que les épidémies augmentaient, les maladies augmentaient à cause de l'immigration, donc on peut en faire ça, et certainement qu'il y a un sous-table public qui est l'enrichissement ou le dédommagement de l'industrie pharmaceutique. Alors tout ça pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi on les dédommage, mais on peut le déduire parce qu'on est le seul pays au monde. C'est pas du tout une initiative de fond. Si tous les pays du monde sous l'égide de l'OMS disaient « Ouh là là, c'est dangereux, il faut faire 11 vaccins », on pourrait peut-être le comprendre, d'accord ? Mais on est le seul pays au monde à le faire. Donc je pense qu'en dessous, il y a quelque chose. Donc on partage les mêmes inquiétudes et les mêmes remarques. Tout à fait. Désolé, je suis pas tous les mercredis soirs attentif, hein, bien que je regarde en replay les différentes émissions. Et effectivement, les dernières n'étant pas disponibles, voilà. Mais effectivement, on le rappelle, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de... On converge tous là-dessus. Alors certains disent d'entre nous qu'il ne faut pas du tout se vacciner. Ça, c'est un point de vue. Mais effectivement, passer de 3 à 11, ça n'a aucun sens. Et le sketch qu'on nous a fait là aujourd'hui, comme quoi il y a une dame qui était morte de la rougeole, malheureusement pour la dame, mais des gens qui meurent d'une maladie, il y en a tout le temps. La rougeole, c'est extrêmement rare.
Mais c'est maintenant qu'on nous fait ce truc-là. Voilà, on fait gonfler un peu la chose pour nous dire. Donc il y a une épidémie de rougeole en Lorraine et en anciennement, comment ils appellent ça, Occitanie, je crois qu'ils appellent ça maintenant. Bon, voilà. Si demain il y a 2000 morts de la rougeole, on pourra en discuter. S'il y a un mort tous les 3 mois, bon bah c'est le mode normal, ou en tout cas c'est le nombre normal de voilà. En sachant qu'on nous avait dit il y a longtemps que la rougeole était éradiquée. Ok, bah merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole. Encore une fois, désolé, j'ai confondu. Ça n'était pas Guy Poulain. Effectivement, Bayard. Merci à toi. Yannick, 2-3 petits mots pour la fin. Il semble. Alors on va parler 2 minutes. J'aimerais qu'on parle 2 minutes de Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est un peu le rituel depuis quelques émissions. Donc vous avez entendu, comme moi la semaine dernière, on en a parlé, qui remettait en place la route. Et moi j'ai entendu dire que donc il y a eu demande du département de rétrocession de 865 hectares. Comme les terres ne seront pas utilisées pour l'installation industrielle, le département demande la rétrocession des parcelles. Donc elles veulent les récupérer. Donc s'ils veulent récupérer les parcelles, ça veut dire qu'il ne faut plus d'occupants sur les parcelles. Donc le conflit va commencer maintenant. Deuxièmement, les parcelles, il a été dit qu'elles doivent être restituées pour le 31 mars. Donc forcément, il va se passer quelque chose autour du 31 mars. Je pense que là, ça s'est un peu calmé. Je répète, parce que c'est ma conviction, c'est que le gouvernement est en train de se ridiculiser dans cette histoire, et en tout cas faire preuve à moins qu'ils mettent un grand coup, mais ils font preuve de non-fermeté, et ça risque de leur coûter cher dans les prochains temps. Je ne m'en réjouis pas, ou je ne m'en offusque pas, je le constate. Donc il y a une échéance au 31 mars. 31 mars, c'est dans 1 mois et demi. D'accord ? Donc dans 1 mois et demi, il devrait se passer des choses, puisqu'il devrait y avoir restitution des terrains. Ok, bon, pour ce qui est de l'émission, on va avoir certainement, donc avec les élections, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais entre ce qui se passe avec le SPD en Allemagne, les élections italiennes, l'élection en Catalogne, apparemment je n'en ai pas parlé, mais il y a des choses qui sont en train de se décoincer en Catalogne. Ce qui est en train de se mettre en place en Corse aussi, qui risque d'être assez croquignolesque en France. Je pense que les prochaines émissions, petit à petit, on va monter en puissance et on va revenir avec des actualités un peu plus profondes et un peu plus sérieuses. Donc n'oubliez pas qu'on se retrouve ici tous les mercredis. N'oubliez pas qu'il faut faire connaître, je m'en fous que ça soit Yannick Hervé, mais c'est le contenu de l'émission, les informations, il faut les faire circuler le plus possible. La meilleure façon de le faire, c'est le journal papier ipso facto, numéro 8 qui vient de sortir, et de faire circuler ça autour de vous le plus possible, aussi bien les informations électroniques que les informations papier. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien. Salut à tous. Merci à toi Yannick. Effectivement, rendez-vous même heure, 21h10 la semaine prochaine, mercredi soir. Et d'ici là, on aura mis à jour tous les podcasts, y compris l'émission salut Facebook. Exister en liberté, qui a été diffusée en direct ce mardi